Chers amis, bonjour, ici Paul Emmanuel, postdoctorat en biologie pour la Science te parle. Vous le savez, enfin ceux qui me suivent en tout cas depuis un petit moment, le savent, avant d'avoir la Science te parle, j'avais une autre chaîne qui s'appelait Culture de droite, que j'ai créée en 2014 et que j'ai arrêtée en 2018. À cette époque, j'avais pour objectif, je m'étais donné pour objectif de contrer le discours de droite dominant sur le net, pour peu que l'on puisse appeler ça d'ailleurs un discours de droite. Et très clairement, ce discours de droite, c'était quoi? Eh bien, d'un côté, vous aviez un discours à la Soral et de l'autre côté, vous aviez un discours à la Zemmour. Bon, simple, hein, on ne peut pas dire les choses autrement. Donc, moi, j'avais pour objectif de contrer ces deux discours, de parler d'antisémitisme, d'histoire, etc. De religion, donc je parlais beaucoup de politique, beaucoup de religion, un petit peu d'histoire, un petit peu de science. Et certains d'entre vous m'ont dit, est-ce qu'on pourrait voir ces vidéos? Alors non, parce qu'elles n'existent plus sur net, mais j'ai décidé de vous faire plaisir. Et toutes les vidéos qui peuvent rentrer un petit peu dans le cadre de la Science te parle, eh bien, je vais vous les remettre telles quelles, sans les changer, avec juste cette introduction au départ, que vous sachiez un peu de quoi il en retourne. Et en général, je mettais les dates sur ces vidéos, mais en gros, elles ont été faites entre l'été 2014, date de la création de la chaîne, et l'été 2018, date de la fin de la chaîne. Et cette période, ça correspondait aussi à la période où j'écrivais pour Mike Borowski. Et les écrits que j'avais pour Mike Borowski reprenaient un petit peu souvent ce que je disais en vidéo. Donc, comme je vous disais, c'était un peu d'histoire, de politique, de religion, etc. Voilà. Donc, alors, je n'ai jamais été pris en défaut de fake news, sauf une fois, enfin, je le dis, voilà, comme ça vous le savez. C'était sur l'affaire de Ilan, ce jeune garçon qui avait été retrouvé mort sur les plages turques. Et où moi j'avais lu sur Le Point que son père était passeur. Donc, j'avais repris cette information. J'avais développé un peu l'histoire des passeurs, c'est-à-dire j'avais expliqué un peu ce que c'était, etc. Bon, sachant que moi je connais beaucoup de gens qui travaillent pour SOS Méditerranée. Je suis né au bord de la Méditerranée, donc laisser crever des gens dans nos mers, c'est pas non plus ce qui nous fait le plus kiffer, il faut dire la vérité tout de même. Même si on est de droite, je sais que beaucoup de gens parlent en l'air, l'immigration, mais enfin laisser crever quelqu'un en Méditerranée, pour nous c'est non, c'est Mare Nostrum, vous voyez. Donc on laisse pas crever des gens chez nous. Et donc j'avais parlé des passeurs, parce que les passeurs c'est quand même très problématique de l'immigration. Et j'avais été débunké, on m'avait dit c'est pas un passeur, Le Point avait commis une erreur, etc. Bon, moi je me fiais à des magazines comme Le Figaro, Le Monde, Le Point, Marianne, Le Nouvel Obs, etc. C'était essentiellement mes sources ou des livres. Voilà, je parlais beaucoup de livres aussi, comme les livres de, comment il s'appelle, du géographe Guilly. Donc voilà, c'était quand même assez sourcé. Voilà, donc je vais vous mettre les vidéos ici avec cette introduction à chacune des vidéos. J'espère que ça vous plaira. Ça vous fait plaisir parce que certains me l'ont demandé. Et ceux qui ne connaissaient pas mon travail d'il y a presque une dizaine d'années maintenant, parce que 2014, c'était presque il y a 10 ans tout de même, je commence à vieillir. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de partager, commenter. Alors elles n'ont pas forcément la même rigueur que ce que je me donne aujourd'hui. Voilà. On évolue toujours, n'est-ce pas? Je ne dis pas que tout mon travail était exceptionnel, loin de là. Et même sur la Science te parle, des fois, je devrais revenir sur certaines vidéos. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Au revoir. N'oubliez pas de commenter, de partager, de vous abonner si la chaîne vous plaît. Nous connaissons tous les titres de noblesse européens, mais leurs différences restent pour la plupart d'entre nous assez floues. En prenant l'exemple de la naissance de la charge de marquis, nous verrons qu'historiquement les fonctions de ces diverses charges sont fort nettes. Les titres de comte et de duc viennent de loin puisque tous les deux existaient dans l'Empire romain. Le duc vient du latin dux, le chef, et était initialement un chef d'armée avant, plus tard, de devenir un chef de province. Le comte venant du participe latin comes, c'est-à-dire celui qui va avec, est le représentant de l'empereur dans une province. Cette charge est plus politique que la charge de duc. Dans mes vidéos sur l'histoire de la langue française, je vous ai parlé de la Renaissance carolingienne. Nous avons vu l'apport de cette Renaissance sur la latinisation du français ainsi que sur l'écriture, avec entre autres la création de la Caroline.
Toutefois, les apports de la période carolingienne ne sont pas seulement culturels mais également politiques. Charlemagne, roi des Francs à partir de 768, agrandit considérablement le royaume et est couronné empereur en 800. Avant d'aller plus loin, je ne peux résister à l'envie de vous faire partager cette réflexion de Louis XIV qui, tant les hommes ne changeant pas, semble intemporelle. Louis XIV écrit les roitelets germaniques qui veulent en imposer au roi Soleil en se dotant de titres d'empereur. Et sur ce sujet, mon fils, de peur qu'on ne veuille vous imposer quelquefois par les beaux noms d'empire romain, de César ou de successeurs de ces grands empereurs, dont nous tirons nous-mêmes notre origine, je me sens obligé de vous faire remarquer combien les empereurs d'aujourd'hui sont éloignés de cette grandeur dont ils affectent les titres. Charlemagne devient donc empereur d'un vaste empire et doit protéger ses frontières. Apparaît donc à cette époque un fonctionnaire de type nouveau, le marquis, dont le mot n'apparaîtra que tardivement dans la langue française, au XIIIe siècle. La charge de marquis évoluera au fil des siècles, mais, en bref, il est préposé au commandement militaire d'une région frontière, nommée la Marche ou Marquisat, à des fins offensives ou défensives selon les cas. Il avait la possibilité de lever un contingent de l'armée sans en demander la permission à l'empereur. Lors de la création de cette charge, la question se pose du rang social du marquis. En effet, le marquis est un comte et ne cesse de l'être. Mais en même temps, il a une charge ou honoresse supérieure à un comte vivant, entre guillemets, à l'intérieur des terres. Les quelques écrits qui datent de l'époque de Charlemagne démontrent qu'initialement on ne faisait pas la différence entre un comte et un marquis. Les deux honoresses, indifférenciés donc, étaient nommés comes. Cependant, dans certains textes comme les annales Reni Francorum, on trouve une périphrase pour différencier les comtes des chefs de marche, comme, et pardonnez-moi mon latin, qui in marcam raesi debat, ou encore atque milorum confinium cura pertinebat, ou encore cornites qui in praesidio residere solebant. Toutefois, certaines de ces périphrases désignent aussi des contes classiques dans certains textes. Alors, à l'époque de Louis le Pieux, vers 814, on constate qu'il y a un souci de nomenclature. Dès ce moment, on rattache le titre du commandant de la marche à celui d'un fonctionnaire de rang supérieur à celui de comte, le praefectus, qui donnera préfet en français. Le marquis est désormais désigné assez souvent par les mots firae ou firetus lirnitis, ou alors praefectus mansi, et cela principalement dans les annales royales remaniées et dans Eginhard. Notons cependant que malgré les adjectifs ajoutés à la charge de marquis, les périphrases ne disparaissent pas puisque des textes datant du IXe siècle les utilisent encore. Par exemple, dans les textes datés de 817 et 814, en plus des périphrases, un mot apparaît pour désigner le marquis, dux. Le terme dux pose un problème aux historiens car il est aussi utilisé pour désigner des chefs d'armée, mais également des chefs de province à l'intérieur ou à l'extérieur des provinces de l'Empire. Par exemple, un passage d'un texte d'Adrevald n'est pas moins significatif sur ce point puisque cet auteur mentionne des douces francs placés à la tête de populations soumises pour les maintenir dans l'obéissance. Il ne s'agit point ici de toute évidence ni de marquis ni de ducs nationaux. Concernant ce que nous nommons duc aujourd'hui, l'empire carolingien n'était pas divisé en duchés. La charge de duc est alors essentiellement présente en Italie, mais semble-t-il pas sur l'ensemble de l'empire. Toutefois, aux contemporains de l'époque carolingienne, le terme dux était facilement compréhensible, car plus classique, et il illustre parfaitement la latinisation de la langue. D'autant que face au classicisme de dux, martio, nous verrons le terme, apparaissait comme barbare. Le terme spécifique pour désigner le marquis et qui donnera le mot français marquis, martio, apparaît dans une source narrative des annales en 828. Néanmoins, les auteurs les plus célèbres du second quart du IXe siècle l'ignorent. Hermold le Noir, Tégan, Nithard, qui n'est autre qu'un des petits-fils de Charlemagne, et Eginhard et le chroniqueur de Fontenelle ne s'en servent jamais. Prudence et l'astronome en usent une seule fois. Il faut attendre Charles le Chauve, milieu du IXe siècle, pour que le terme martio soit utilisé par la chancellerie. Cependant, les chroniqueurs continuent à peu l'employer. C'est seulement dans la continuation de Ratisbonne, 882-896, que Martiensis apparaît. Ainsi donc, les trois sources les plus importantes pour l'histoire de la seconde moitié du IXe siècle désignent exclusivement par dux le marquis. Et cela, notons-le, dans les trois parties de l'Empire, en Francie occidentale avec les annales Vedastini, en Lothargie avec les annales Regionum, et dans le royaume oriental avec les annales Fulgensens. À partir du règne de Charles V, le terme martio devient plus présent dans les annales. Ainsi, au cours du Xe siècle, la confusion entre martio et dux disparut complètement.
d'autant que la puissance royale diminuait qu'à l'époque de la Renaissance, les duchés de Bourgogne et le comté-duché aquitain ont donné au titre ducal un contenu nouveau, tandis que l'effacement de la puissance royale ruine l'institution du marquis. Toutefois, malgré la disparition des marches, la charge de marquis ne disparaît pas et se transmet. De plus, le titre ducal n'est d'autre part reconnu par elle qu'au seul duc de Bourgogne et de France mineure, nonobstant les prétentions des comtes aquitains à la dignité ducale. Petite anecdote historique pour finir. L'historien Jean Dont note que la confusion qui existait entre Martiaux et Doux a eu des répercussions sur la titulature officielle. Il est au moins une dynastie qui en a profité pour s'arroger le titre ducal inconnu par ailleurs dans le royaume de Charles le Chauve. C'est la maison raymondine des marquis de Toulouse qu'il s'agit. Depuis le milieu du IXe siècle, ces comtes s'arrogent le titre ducal et l'habitude est si bien prise que Bernard Plantevelu, ne rigolez pas sur ce nom, devient comte de Toulouse, il le fait bien, que n'appartenant point à la dynastie raymondine comme ses prédécesseurs. Mes amis, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu pour dire que vous aimez ça, n'oubliez pas de partager ainsi que de vous abonner pour ne pas rater les autres vidéos. Je vous dis à bientôt, merci.